Au début de l'été, les étudiants de tout le Royaume-Uni attendaient avec impatience la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Parmi eux se trouvait également Daniel Jones d'East Tilbury, dans le comté d'Essex. Le matin du 18 juin 2001, Daniel se préparait pour l'école comme d'habitude. Vers 7h55, elle fit ses adieux à sa famille et se dirigea vers l'arrêt de bus pour prendre le bus scolaire. À 14h30, le téléphone sonna dans la maison de la famille Jones. À l'autre bout de la ligne se trouvait le professeur de Daniel, qui s'enquérait de la raison de son absence en cours. Cette question frappa les parents de Daniel comme un éclair dans un ciel serein. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur fille n'était pas apparue à l'école. Elle n'avait aucune raison de manquer les cours. Daniela Sarah Jones vit le jour à l'automne de 1985 dans le comté d'Essex. Ses parents, Linda et Tony Jones, vivaient avec Daniela et ses deux frères cadets dans le petit village d'East Tilbury. Daniela était plutôt réservée, préférait le confort de la maison et était parfois timide en présence d'autres personnes. Malgré cela, elle possédait un excellent sens de l'humour et avait beaucoup d'amis. Ce que Daniela aimait le plus, c'était les animaux. À la maison, elle avait 2 petits lapins duveteux qu'elle adorait par-dessus tout. Lorsque les parents de Daniela reçurent un appel de l'école, cette nouvelle les troubla profondément. Ils pensaient que même si leur fille avait décidé de sécher les cours, elle rentrerait certainement à la maison avant la tombée de la nuit. Après tout, Daniela avait toujours peur d'être seule la nuit. Toute la journée, les proches et amis de Daniela essayèrent de la joindre. Ils lui écrivirent des messages et l'appelèrent. Mais il n'y avait que le silence. Ce comportement ne correspondait pas du tout à Daniela, ce qui inquiéta encore plus tout le monde. L'histoire de Daniel laissa de nombreuses questions sans réponse. Elle tenait toujours ses parents informés de ses projets, même si elle voulait seulement rendre visite aux voisins. Habituellement, elle appelait à la maison dès qu'elle arrivait à destination. Quand il fit noir et que Daniel n'était toujours pas revenu, ses proches s'inquiétèrent et décidèrent de commencer les recherches. Linda Jones resta à la maison, espérant un appel ou le retour de sa fille. Vers minuit, quand il devint clair que quelque chose était arrivé à Daniel, les parents s'adressèrent aux autorités pour obtenir de l'aide. Les enquêteurs interrogèrent d'abord l'entourage de la disparue. Après avoir déterminé que Daniel n'avait aucune raison de quitter la maison et que toutes ses affaires étaient encore en place, il fut décidé de commencer immédiatement les recherches. Le frère cadet de Daniel partagea une observation étrange. Le matin, il avait vu par la fenêtre comment sa sœur quittait la maison et prenait le chemin habituel, mais ensuite elle s'était soudainement retournée et était partie dans une autre direction. Cela lui avait paru inhabituel. L'opération de recherche fut lancée à grande échelle. Enquêteurs, maîtres chiens avec chien pisteur, proches et amis se dirigèrent le long de la route habituelle de Daniel, qu'elle prenait normalement pour aller à l'école. La mère ne ferma pratiquement pas l'œil de toute la nuit. Elle attendait que sa fille entre par la porte à tout moment comme d'habitude. Dans les 3 jours suivants, la famille fouilla chaque coin de la maison mais ne trouva rien de significatif. Cependant, ils réussirent à trouver des personnes qui avaient vu la disparue ce matin-là. Quelques étudiants remarquèrent comment elle était allée au magasin près de l'arrêt de bus. Il s'avéra qu'elle n'était jamais montée dans le bus scolaire. Bientôt, les opérations de recherche s'étendirent. La police alla de maison en maison dans la petite ville. Les enquêteurs parlèrent avec tous les résidents et leur demandèrent de vérifier leurs remises et annexes. En même temps, la réponse de la société fut écrasante. Tous essayèrent de soutenir la famille et de nombreux habitants participèrent eux-mêmes aux recherches. Mais même après plusieurs jours de recherches intensives, aucune trace ne put être trouvée. Les proches et les personnes chères à la disparue étaient désespérés. Néanmoins, ils continuaient à croire que leur fille bien-aimée était vivante et rentrerait bientôt à la maison. Les forces de l'ordre local reconnurent la gravité de la situation concernant la disparue Daniel et transférèrent l'affaire au groupe central d'enquête. Ils assignèrent un officier spécial comme personne de liaison avec la famille. Sa tâche était de soutenir les proches pendant toute l'enquête et de leur communiquer de nouvelles informations en temps opportun.
L'officier devait établir une relation de confiance avec les proches de Daniel pour mieux comprendre l'atmosphère dans la famille et créer un profil de la disparue. Pendant la conversation, les parents exprimèrent des préoccupations concernant la relation de leur fille avec son oncle. Stuart Campbell, le mari de la sœur de Tony Jones, était proche de Daniel. Cet ouvrier du bâtiment de 43 ans et père de 2 enfants passait souvent du temps avec sa nièce et ses frères quand ils étaient plus jeunes. Il jouait avec eux et les traitait comme ses propres enfants. En conversation avec un enquêteur, Madame Jones partagea ses observations sur Stuart. Selon ses mots, il donnait l'impression d'être une personne avec une estime de soi excessive, bien qu'il possédât aussi un certain charisme. Son mari Tony entretenait une relation amicale avec lui, mais avouait occasionnellement à sa femme qu'il y avait quelque chose chez Stuart qui lui causait un vague malaise. Avec le temps, Stuart commença à accorder une attention accrue à Daniela, sa nièce. Il prit l'habitude de la chercher après les cours et de lui offrir un trajet. Cela causait de l'inconfort à Daniela, surtout à cause des regards curieux de ses camarades de classe. Stuart l'invitait fréquemment au cinéma et au café et tentait obstinément de tenir sa main pendant les promenades. Les visites de Stuart à la maison de la famille Jones devinrent trop fréquentes, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Finalement, Linda et Tony décidèrent de restreindre son séjour chez eux. Tony se souvenait d'un incident quand Stuart, assis à côté de Daniela sur le canapé, demandait obstinément pourquoi elle était si embarrassée et rougissait. Quand Tony entendit cette conversation, il décida d'intervenir et demanda à Stuart ce qui se passait. Campbell, cependant, balaya immédiatement la question, expliqua que tout allait bien et se déplaça immédiatement. Après la conversation avec le représentant des autorités, les parents de Daniel communiquèrent qu'ils ne commençaient à comprendre que maintenant, derrière le comportement de Stuart, pourrait se cacher plus que la relation habituelle entre oncle et nièce. Il semblait que Daniel avait essayé de se tenir à l'écart de lui. Linda et Tony admirent qu'ils avaient auparavant expliqué ces actions par de l'affection sincère et le désir d'être plus proches de leur famille. Et tout ce qui leur semblait étrange, ils l'attribuaient à des malentendus inoffensifs. Ils essayèrent de ne pas trop y faire attention par peur que cela puisse sérieusement nuire aux relations familiales si leurs soupçons s'avéraient infondés. Après tout, la sœur biologique de Tony était l'épouse de Stuart. Un jour après que Daniel eut cessé de répondre, Tony décida de rendre visite à son parent. Cependant, la maison l'accueillit avec le silence. Quand il regarda par la fenêtre, il remarqua avec surprise un système de vidéosurveillance dans le salon, ce qui lui parut inhabituel. Encore plus étrange, cependant, fut le comportement de Stuart Campbell quand Tony le rencontra finalement. Celui-ci semblait complètement indifférent à la disparition de Daniel. De plus, Stuart était le seul qui ne montrait aucun intérêt pour sa recherche. En même temps, les médias locaux continuèrent à rapporter intensément la disparition de Daniel Jones. Face à l'intérêt public croissant, les représentants des forces de l'ordre décidèrent d'organiser une rencontre avec les journalistes pour fournir des informations officielles sur l'affaire. Lors d'une rencontre avec les journalistes, les enquêteurs ont partagé des détails sur la façon dont Daniel avait disparu. Ils ont demandé aux téléspectateurs des nouvelles locales de signaler toute information qui pourrait aider dans la recherche. Cette démarche s'est avérée fructueuse. De nombreux appels ont commencé à arriver au commissariat. L'un d'eux a particulièrement intéressé les enquêteurs. Un témoin oculaire a rapporté que le matin où Daniel avait été vu pour la dernière fois, il avait remarqué une fille d'apparence similaire. Elle se tenait près d'une camionnette bleue et se disputait bruyamment avec un homme. Curieusement, l'oncle de Daniel, Stuart Campbell, possédait une camionnette bleue, similaire. Ce détail a éveillé de sérieux soupçons chez la police. Des craintes ont surgi que Campbell puisse avoir enlevé sa nièce vers une direction inconnue. Avant que les enquêteurs n'invitent la personne suspecte à une conversation, ils ont décidé d'examiner son passé. Ce qu'ils ont découvert leur a causé une grande inquiétude. Il s'est avéré que cette personne avait attiré l'attention des autorités il y a de nombreuses années. À la fin des années 80, elle avait été arrêtée pour comportement inapproprié envers une jeune personne. Elle avait avoué sa culpabilité, mais s'en était sortie avec une peine avec sursis
et avait quitté la salle d'audience en personne libre. Linda et Tony savaient tous deux que leurs nouveaux parents avaient eu des problèmes avec la loi dans le passé. Mais quand ils essayaient de découvrir des détails, Stuart les rassurait et assurait que c'était des broutilles. Il avait convaincu tout le monde qu'il avait été victime de calomnie, puisque le tribunal l'avait finalement acquitté. L'enquête ultérieure a mené à des révélations choquantes. La police a découvert environ 30 cas dans lesquels le nom de Stuart Campbell apparaissait. Il s'est avéré que pendant de nombreuses années, il avait attiré de jeunes femmes en se faisant passer pour un photographe à la mode. Une fois qu'il était seul avec elles, il les forçait à participer à des séances photos douteuses, prétendant que c'étaient des prises pour des magazines de luxe. Étant donné l'histoire de Campbell et sa relation inhabituelle avec la disparue Danielle, les enquêteurs devaient soit écarter les soupçons contre lui, soit trouver des preuves de sa possible participation à la mystérieuse disparition de sa nièce. Comme Danielle ne pouvait être trouvée, les enquêteurs ont développé la théorie que Stuart Campbell la retenait possiblement dans un lieu inconnu contre sa volonté. Ils ont organisé une surveillance en espérant qu'il les mènerait au lieu où se trouvait la disparue. Cependant, son comportement n'a fait qu'intensifier les soupçons des autorités. Il ne montrait pas l'inquiétude qu'on attendrait d'un oncle dont la nièce avait disparu sans laisser de traces. Au lieu de cela, Campbell passait du temps de manière étrange dans des parkings à photographier des voitures similaires à sa propre Nissan argentée. Quand il devint clair que la surveillance n'apportait pas les résultats souhaités, les enquêteurs décidèrent d'arrêter Campbell. Le 23 juin, 5 jours après la disparition de Danielle Jones, Stuart Campbell fut mis en garde à vue. Lors de l'interrogatoire par les enquêteurs, il fut immédiatement fait comprendre à Campbell qu'ils avaient des raisons solides de croire qu'il était au courant de la situation avec Danielle. Cependant, Stuart commença immédiatement à tout nier et affirma n'avoir aucune idée de où elle se trouvait. De plus, il assura avoir une relation proche et de confiance avec sa nièce. Selon Stuart, les relations de Danielle avec ses parents, Tony et Linda Jones, s'étaient beau détériorer quand elle avait grandi. Il raconta qu'il servait de médiateur entre Danielle et ses parents pour aider la famille Jones à éviter une rupture, car selon lui, ils étaient au bord de la séparation. Au cours de la conversation, il s'est avéré que Stuart Campbell avait un alibi solide. Au moment de la disparition de Danielle, il n'était pas à East Hillborough. Il était allé dans la ville voisine pour se procurer des matériaux de construction pour aider son voisin avec des travaux de rénovation. Il n'avait pas de reçu parce que dans ce magasin, il n'y avait pas les marchandises nécessaires. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté pour appeler sa femme et lui dire cela. Après son retour à la maison, il s'était immédiatement rendu chez le voisin pour continuer les travaux de rénovation. L'histoire du cas de Daniela Jones a laissé beaucoup de questions sans réponse. Malgré les alibis douteux de Campbell, les autorités n'ont pas pu trouver de raison suffisante pour son incarcération prolongée. Il fut libéré sous caution jusqu'à la conclusion des enquêtes. Étant donné l'histoire de Campbell, la perspective de sa libération causa une considérable inquiétude aux enquêteurs. Ils soupçonnaient qu'il pourrait représenter un danger, mais n'avaient pas de preuves solides pour porter des accusations. Dans ce contexte, il fut décidé de fouiller à nouveau la maison de la famille Jones. En cherchant dans la chambre de Daniela, ils trouvèrent une trousse avec 2 notes. La première disait « Salut, princesse. Au cas où tu n'aurais pas remarqué mes messages précédents, j'ai décidé d'en laisser un de plus. Je veux que tu saches. Ton sourire me manque. Bisous. » Quand les enquêteurs montrèrent ces notes à Linda Jones, elle fut choquée et déclara les voir pour la première fois. Elle raconta que toute la famille Jones était partie en vacances quelques semaines avant la mystérieuse disparition de Daniela. Linda soupçonna que Stuart pourrait être entré dans la chambre de Daniela en leur absence et avoir laissé ses messages. Le père de Daniela se souvint d'un détail important. Avant leur départ, Campbell avait installé une nouvelle porte arrière dans leur maison. Le soupçon surgit qu'il aurait pu se faire une copie de clé de la nouvelle porte précisément à ce moment-là. Les enquêtes menèrent à la nécessité d'examiner la maison de la famille Stuart Campbell. Après avoir obtenu l'autorisation correspondante, les enquêteurs commencèrent l'inspection. Dans la maison fut découverte une grande quantité d'équipements photographiques, ce qui en soi n'éveilla pas de soupçons. Cependant,
les découvertes prirent un tournant préoccupant. Parmi les affaires personnelles de Campbell se trouvaient des images qui causèrent de l'inquiétude. Les photographies de jeunes personnes étaient de nature inappropriée et semblaient avoir été prises avec l'appareil photo du propriétaire de la maison lui-même. De plus, des images de contenu similaires qui avaient été téléchargées d'Internet furent trouvées. Les découvertes les plus préoccupantes attendèrent les enquêteurs dans le grenier. Dans un sac double se trouvaient des objets qui donnaient lieu à des pensées inquiétantes. Des sous-vêtements, des moyens de restriction de mouvement et des jouets pour adultes. Une attention particulière fut attirée par une paire de bas blancs avec des traces à peine visibles qui furent envoyés pour examen ultérieur. Au cours de l'inspection, une camionnette bleue appartenant à Campbell fut également confisquée. Stuart Campbell affirma qu'il avait des informations selon lesquelles Danielle n'avait pas disparu, mais avait décidé par elle-même de quitter la maison à cause de désaccords constants entre ses parents. Pour confirmer sa déclaration, il présenta aux enquêteurs un message qu'il aurait soi-disant reçu du numéro de Danielle le jour de sa disparition. Il disait « Salut Stu, merci, tu es pour toujours le meilleur oncle. Dis à maman que je suis vraiment désolé. » Cette information donna de l'espoir aux parents de Danielle que leur fille se cachait quelque part. Cependant, ils étaient extrêmement inquiets qu'elle ne les ait toujours pas contactés et ne soit pas revenue. Un spécialiste en analyse de texte examina le supposé message de Danielle. Il détermina qu'il était écrit en majuscules, alors que Danielle utilisait normalement des minuscules. Les enquêteurs demandèrent des données au fournisseur de téléphonie mobile de Campbell. Il s'avéra que l'appel que Campbell avait soi-disant passé à sa femme quand il revenait du magasin de bricolage le jour de la disparition de Danielle avait été fait depuis Eastleboro et non depuis l'endroit où Campbell prétendait avoir été. Mais le plus remarquable fut que les signaux des appareils mobiles de Campbell et de Danielle Jones furent localisés près de la maison de Campbell et restèrent actifs encore 30 heures après sa disparition. 30 jours après que Danielle Jones eut perdu le contact, ses proches inquiets s'adressèrent au public par l'intermédiaire des médias. Ils espéraient en trouver de nouveaux indices et toute information qui pourrait éclaircir le mystère. La famille a exhorté tous ceux qui pourraient savoir quelque chose ou avoir vu Danielle, mais pour une raison quelconque ne l'avaient pas encore communiqué aux autorités, à partager enfin les informations qu'ils connaissaient. Après quelque temps, les proches de Jones, avec des représentants des forces de l'ordre, ont distribué environ 1500 dépliants avec des photos de Danielle. Parallèlement, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'examen des bas blancs trouvés dans le grenier de Stuart Campbell. Les conclusions des experts étaient troublantes. Des traces ont été trouvées sur le vêtement qui étaient liées à la fois à Campbell et à Danielle Jones. Sur la base des données collectées, Stuart Campbell a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il a été emmené au commissariat où il a été accusé de possession d'images inappropriées. Cependant, cette accusation n'a servi que de raison formelle pour l'arrestation et a permis aux enquêteurs de poursuivre l'investigation et de préparer des accusations plus graves liées à la disparition de Danielle Jones. Un parent du suspect lui a rendu visite peu après son arrestation. Après une conversation avec lui, le parent a informé les forces de l'ordre qu'il était profondément convaincu que le détenu ne disait pas la vérité. Il s'est également avéré que le suspect tenait des registres que les enquêteurs appelleraient plus tard le journal de la disparue. Il y notait chaque interaction avec elle, qu'il s'agisse d'un appel ou d'un message envoyé. Ces registres ont clairement montré qu'il était excessivement fasciné par elle. Malgré l'absence de preuves claires sur la disparition, les enquêteurs avaient rassemblé suffisamment d'indices pour porter des accusations de participation à la mystérieuse disparition. Après l'inculpation, le suspect est resté sous observation des forces de l'ordre pendant près d'1 an. Pendant cette période, plus de 500 signalements sont arrivés de toute la Grande-Bretagne et de l'Europe, disant que la disparue était soi-disant en bonne santé. Cela a causé des difficultés considérables à la police locale, car chacun de ces signalements nécessitait une vérification approfondie. S'il y avait eu la moindre possibilité qu'elle soit encore quelque part et que ce signalement soit passé inaperçu, cela aurait pu être un argument important au tribunal pour les avocats de Campbell. Dans les mois précédant le début du procès, les efforts pour retrouver Danielle ont été considérablement intensifiés. Il ne s'agissait pas seulement de trouver des preuves clés pour l'enquête, mais aussi d'apporter le réconfort spirituel si nécessaire à ses proches.
12 jours avant le début du procès contre Campbell, des restes humains ont été découverts. Les enquêteurs ont déterminé qu'ils appartenaient à l'étudiante disparue nommée Millie Dowler. Comme on l'a appris plus tard, un certain Levi Bellfield était impliqué dans sa disparition. Il devrait répondre de ses actes une décennie entière après la découverte des restes de Millie. Le 14 octobre 2002 a commencé le procès contre Stuart Campbell, l'homme qui était marié à la sœur du père de Daniel. Linda et Tony Jones lui faisaient confiance. Il se faisait passer pour un parent attentionné. L'histoire de Stuart Campbell a soulevé de nombreuses questions. Il a été accusé d'un crime grave contre Daniel Jones. Cependant, Campbell semblait confiant et insouciant face aux accusations portées, car il savait que Daniel n'avait pas été trouvé. Les enquêteurs soupçonnaient que Campbell communiquait secrètement avec Daniel sans en informer Tony et Linda. Il semblait qu'il avait été très fasciné par elle et avait essayé de semer la discorde entre la fille et ses parents. La dernière fois qu'on a vu Daniel, elle parlait avec quelqu'un dans un fourgon bleu qui ressemblait au véhicule de Campbell. Dans le grenier de Campbell, on a trouvé une paire de bas blancs avec son ADN et celui de Daniel. Ces registres personnels ont révélé un intérêt malsain pour les jeunes personnes. Une pièce importante de preuve était les messages prétendument envoyés par Daniel. Une enquête a révélé que Campbell lui-même était l'auteur et essayait de détourner l'investigation. Les données du fournisseur de téléphonie mobile ont réfuté son alibi. Pendant tout le processus judiciaire, Campbell a gardé le silence. Il ne faisait qu'occasionnellement passer des notes à ses défenseurs quand quelque chose ne lui plaisait pas. Après près de 3 mois de procès, le jury a rendu son verdict. Stuart Campbell a été déclaré coupable et condamné à une longue peine de prison avec la possibilité d'une révision après 20 ans. Jusqu'à 2019, le lieu où se trouvait Daniel Jones est resté inconnu. Linda Jones a soutenu une initiative à la mémoire d'Ellen McCourt, dont le destin s'est développé tragiquement. Cette proposition devait limiter les droits de ceux qui cachent des informations importantes aux enquêteurs. Ellen travaillait dans une compagnie d'assurance quand sa vie a pris fin brutalement en 1988. Ian Sims, l'homme lié à sa disparition, n'a jamais révélé toutes les circonstances de l'affaire. L'appel pour l'adoption d'une nouvelle loi a rassemblé plus de 100 000 signatures et a trouvé un soutien au plus haut niveau gouvernemental. En l'année 2021 a vu le jour un livre intitulé « Mon parent avec un passé sombre », dont l'auteur était Alex Sharkey, le frère de Stuart Campbell. Dans cette œuvre, Alex a partagé ouvertement l'histoire de sa vie aux côtés de son frère et a décrit en détail les événements qui ont suivi la mystérieuse disparition de Daniel Jones. Quand 2 décennies se sont écoulées depuis la disparition de Daniel, les forces de l'ordre des sexes ont organisé un événement commémoratif en son honneur. Les enquêteurs ont assuré aux proches de Daniel qu'ils n'abandonneraient pas l'espoir et continueraient la recherche pour que la famille puisse trouver la paix et fermer ce triste chapitre de leur vie. Beaucoup croient qu'être entouré d'autres personnes vous protège grâce à l'attention publique. Les statistiques confirment cette théorie, cependant. Il ne faut pas oublier que les malfaiteurs peuvent utiliser diverses astuces pour attirer quelqu'un vers un lieu isolé. C'est pourquoi il est important de rester toujours vigilant, même dans les endroits fréquentés. Dans la pittoresque Andria, une ville italienne d'environ 100 000 habitants, l'histoire de la famille locale Mansi a attiré l'attention publique. La ville était célèbre pour son patrimoine historique, en particulier pour le majestueux château Castel del Monte, qui attirait quotidiennement de nombreux voyageurs. Pour les habitants, le tourisme était devenu la principale source de revenus. Non loin du célèbre château vivait la famille Mansi. Les parents et leur fille unique, longtemps attendue, Graziella. Au cours des 10 dernières années, la famille avait possédé un petit magasin de commerce, convenablement situé sur le chemin vers la porte principale du château. Ici, ils offraient aux touristes des noix et des fruits secs. Le commerce marchait bien. Graziella, malgré son âge, aidait souvent dans l'entreprise familiale, ce qui réjouissait beaucoup ses parents. Dans la rue touristique animée, il y avait toujours beaucoup de visiteurs,
et les mains supplémentaires étaient très bienvenues. La jeune femme participait avec joie à l'entreprise commune et attirait les clients par sa gentillesse et son énergie. Le samedi 19 août 2000 ne différait pas des week-ends habituels avec leur affluence maximale de touristes. Ces jours-là, c'était souvent le grand-père de Graziella qui se tenait derrière le comptoir. La petite fille lui tenait volontiers compagnie et accomplissait de petites tâches. À cause du flux constant de visiteurs, le grand-père pouvait rarement quitter le magasin. Vers 7 heures du soir, l'homme âgé, qui s'était fatigué, demanda à sa petite fille d'aller à la fontaine et de remplir une petite bouteille d'eau. Graziella accepta volontiers et se dirigea vers la fontaine, qui n'était qu'à 5 minutes de distance. Le temps passait, mais Graziella ne revenait pas. Le grand-père commença à s'inquiéter, bien qu'au début il se rassura en pensant que sa petite fille avait pu rencontrer des connaissances et engager une conversation. Cependant, quand plus de 20 minutes passèrent et que Graziella, qui était toujours ponctuelle, n'apparaissait pas, l'homme s'inquiéta sérieusement. Il décida de vérifier la situation et alla à la fontaine. À sa surprise et à son inquiétude, Graziella n'était ni là ni dans les rues voisines, qu'il parcourut minutieusement en cherchant sa petite fille. La situation devenait de plus en plus tendue. Quand le grand-père retourna au magasin en espérant trouver Graziella, il découvrit qu'elle n'était toujours pas apparue. Elle aurait pu prendre un autre chemin, mais elle n'était visible nulle part. Après environ 30 minutes, il contacta le fils et la mère, commença à appeler tous les amis et connaissances dont il avait noté les numéros. Les parents appelèrent aussi tous ceux qu'ils purent joindre, mais personne ne l'avait vue. Bientôt, toute la famille et quelques amis de Graziella se rassemblèrent au magasin Mansi sur la place. Sans perdre de temps, adultes et jeunes organisèrent des groupes de recherche. Leur activité attira l'attention des passants et des touristes, dont beaucoup se joignirent immédiatement à la recherche. Les proches apportèrent une photo de Graziella et la montrèrent aux passants. Certains confirmèrent l'avoir vue dans la journée et le soir. Cependant, personne ne pouvait dire où elle était allée ou ce qui avait pu se passer. La zone était considérée comme calme, des incidents s'y produisaient rarement. Il semblait inconcevable que quelque chose puisse arriver dans un endroit si fréquenté. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, la famille Mansi s'adressa à la police locale. Les agents s'impliquèrent immédiatement dans la recherche. Après quelque temps, un résident s'approcha de l'un des policiers patrouilleurs avec des informations inquiétantes. Il avait entendu un cri depuis la zone boisée près du château Castel del Monte. 2 carabiniers se dirigèrent dans la direction indiquée et remarquèrent de la fumée qui s'élevait du centre de la plantation. Au début, ils ne l'associèrent pas à la disparition, mais décidèrent de vérifier la source de l'incendie et d'évaluer la nécessité d'une intervention des pompiers. Quand ils s'approchèrent du lieu à environ 10 mètres, les policiers perçurent une odeur inhabituelle. Le foyer d'incendie avait l'air étrange. Sous une couche de feuilles sèches, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. En raison de la taille et des vêtements, qui correspondaient à la description de la tenue de Graziella, les policiers durent reconnaître le cœur lourd que leur pire soupçon s'était confirmé. Quand ils découvrirent la scène de crime, il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. En examinant la zone forestière, les enquêteurs découvrirent plusieurs fragments de vêtements et un dispositif d'origine d'incendie, la source supposée du feu. Aucun autre indice sur les auteurs ne fut à trouver. Un examen plus minutieux du terrain était nécessaire. Les autorités espéraient aussi obtenir des enregistrements des caméras de surveillance installées près du château. L'examen médical confirma l'identité de la découverte. C'était Graziella Mansi. Les spécialistes ne purent pas répondre de manière exhaustive à toutes les questions de l'enquête et de la famille. L'état compliquait l'examen. Cependant, l'expertise confirma le caractère intentionnel de l'incident. L'information sur cet événement se répandit comme l'éclair à travers les canaux d'information. Le lendemain, les représentants de la presse assiégèrent littéralement la maison de la famille Mansi. Quand les proches furent informés de ce qui s'était passé, ils refusèrent d'abord de croire qu'il s'agissait de Graziella. Cette affaire inexplicable bouleversa tellement les résidents
que tout le district se trouvait dans un état de choc. Les médias rapportèrent intensivement l'incident près du célèbre château. La société était troublée par ce qui s'était passé. Le flux touristique diminua nettement. Les visiteurs considéraient que la zone comme dangereuse et évitèrent l'attraction, ce qui affecta négativement le secteur touristique d'Andria. Les enquêteurs agirent rapidement. La police s'impliqua activement dans le travail dès les premières heures. Comme version principale, on considérait qu'un auteur avait mené Graziella du sentier vers un lieu désert et avait ensuite allumé un feu pour effacer les traces. Dans l'entourage de Graziella, il ne pouvait évidemment pas y avoir d'adversaire sérieux. C'est pourquoi on cherchait une personne adulte. L'enquête suivit plusieurs versions. D'abord, on vérifia les listes de personnes ayant des antécédents criminels qui pouvaient se trouver dans la région. Cependant, cette ligne d'enquête perdit graduellement de l'importance. On examina même les données touristiques. On soupçonnait que l'auteur pourrait être un voyageur qui sélectionnait des passants au hasard. Avec le temps, cette version aussi semblait de plus en plus improbable. Lors de l'interrogatoire de témoins, d'amis et de connaissances de la famille Mansi, le nom de Pasquale Tartoro était mentionné de plus en plus fréquemment. Ce jeune homme de 20 ans était connu dans toute la région. Il travaillait officieusement comme gardien de parking dans la rue où se trouvait le magasin de la famille Mansi. Beaucoup remarquèrent le comportement étrange de Pasquale. Depuis que Graziella aidait dans le magasin de ses parents, il l'observait constamment. Son regard inquiétait l'entourage. Plusieurs témoins signalèrent cette circonstance, ce qui attira l'attention particulière des enquêteurs. Les conversations des autorités avec les amis de Pasquale confirmèrent les soupçons inquiétants. La question se posait, Pasquale pourrait-il être un harceleur obsessionnel? Les proches rejetèrent catégoriquement cette possibilité. Selon leur dire, il avait grandi dans une famille protégée et n'était jamais entré en conflit avec la loi, du moins jusqu'à cette soirée fatidique à Castel del Monte. Malgré les assurances de ses parents, cependant, Pasquale devint le personnage principal de l'affaire. Lors de la rencontre avec les enquêteurs, les soupçons ne firent que s'intensifier. Son t-shirt était taché de taches rouges foncées suspectes et de terre, comme s'il avait creusé dans le sol pendant longtemps. Sur son visage, on voyait des traces de résistance. Les enquêteurs remarquèrent que les égratignures étaient superficielles, comme si elles avaient été laissées par des doigts délicats. Pasquale nia sa participation à la disparition d'une personne. Mais plus les conversations avec les enquêteurs duraient, plus fréquemment sa version des événements changeait. Après plusieurs heures au commissariat, Pasquale commença à céder. Une préoccupation particulière chez les enquêteurs fut suscitée par son commentaire sur la beauté de Graziella. C'est ainsi qu'il parlait de l'étudiante. De nombreuses incohérences s'accumulèrent dans les récits du suspect, qui essayait évidemment de cacher quelque chose à la police. Dans une version, Pasquale affirma qu'il était par hasard dans cette forêt, lors d'une promenade où il vit une personne immobile. Par peur, il s'enfuit, et peu après la police apparut. Plus tard, son histoire fut complétée par de nouveaux détails. Il raconta comment il rencontra Graziella à la fontaine, où elle était venue chercher de l'eau. Elle n'avait pas peur de lui, l'avait souvent vu auparavant. Jusqu'à ce jour, il paraissait toujours calme et approprié. Pasquale avoua qu'il l'attira dans la forêt avec une histoire de chiot qui était soi-disant né récemment chez un chien local. Quand il fut finalement confronté, il avoua l'incident et affirma qu'il voulait effacer les traces. Le jeune homme insista sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre motif et décrivit ce qui s'était passé comme un jeu qui avait échappé à tout contrôle. Les médias éclairèrent activement chaque détail de l'incident et ajoutèrent des rumeurs et des détails non vérifiés. Cela créa de la confusion. Les véritables motifs du coupable restèrent incertains. L'histoire avec les déclarations de Pasquale prit un tournant inattendu. Les autorités tentèrent d'obtenir une version crédible des événements. Dans son histoire, il y avait de nombreuses incohérences, des contradictions évidentes avec les preuves trouvées. Bien qu'il ait partagé les détails des événements et d'autres informations importantes avec les carabiniers, de nombreuses questions clés sur l'incident et ses causes restèrent sans réponse. Il fut établi que l'incendie commença vers 22 heures,
Mais la disparition fut remarquée presque 3 heures auparavant. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Pasquale expliqua ses actions en disant qu'il entendait des voix. Près de la forêt, des gens passaient. Il pensait que la recherche de la disparue avait commencé. Une préoccupation particulière fut suscitée par l'expertise du médecin légiste. Selon lui, Graziella Mansi était consciente au moment de l'incendie. Les carabiniers continuèrent à travailler avec le suspect. Des questions se posèrent sur pourquoi il n'avait que des égratignures insignifiantes dans ces circonstances. Des doutes surgirent qu'il ait agi seul. Il y avait peut-être aussi d'autres participants. Il fut décidé de mener un nouvel interrogatoire. Finalement, Pasquale accepta de coopérer avec les enquêteurs et de dire la vérité qu'il avait cachée auparavant par peur. Selon ses mots, il n'amena pas Graziella dans la forêt de sa propre initiative. Un groupe de jeunes hommes âgés de 18 à 20 ans l'y obligea. Dans la forêt attendaient Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto et Michele Zagaria. Pasquale affirma qu'à l'origine, il n'y avait pas d'autres intentions. Il avait eu un conflit avec ces jeunes hommes dans lequel il avait perdu. En compensation, les connaissances exigèrent d'amener Graziella dans la forêt, ce qu'il fit. Les 4 jeunes hommes retinrent Graziella pendant plusieurs heures. Quand ils entendirent les cris de recherche, ils eurent peur des conséquences. Le groupe décida de cacher les traces de l'incident. Il n'avait pas de matériaux appropriés pour effacer les preuves. Quand Graziella reprit conscience et commença à crier, les jeunes hommes paniquèrent et tentèrent d'utiliser la violence. Finalement, ils la couvrirent de feuilles et essayèrent de réfléchir à comment cacher leurs actions. Après quoi, ils décidèrent d'utiliser un dispositif incendiaire. Tous les participants avaient entre 18 et 20 ans. Comme il s'avéra, les jeunes hommes provenaient de familles aisées et non d'un environnement problématique, ce qui rendit leur acte encore plus incompréhensible. Les connaissances les décrivaient comme des jeunes hommes équilibrés et raisonnables qui n'avaient jamais montré d'agression ou de tendance à violer la loi. Seul l'un d'eux avait eu de petits problèmes avec la loi dans le passé, un vol mineur. Après les déclarations de Pasquale, les autorités arrêtèrent rapidement tout le groupe. La nouvelle ébranla toute l'Italie et reçut une large attention médiatique. Depuis leur arrestation, les suspects nièrent toute participation à la disparition de Graziella et protestèrent ne pas comprendre les raisons de l'intérêt des autorités pour eux. Cependant, les enquêteurs étaient déterminés à continuer leur travail jusqu'à reconstituer le tableau complet des événements de cette soirée dans la forêt. En examinant ces jeunes hommes, les enquêteurs, contrairement à Pasquale, ne trouvèrent pas de traces visibles de l'incident. Leurs vêtements étaient propres et ils ne présentaient pas de blessures. Les perquisitions de leur maison n'apportèrent pas de résultats. Rien de suspect ne fut trouvé. Lors des interrogatoires, ils insistèrent obstinément sur leur innocence, mais confirmèrent que Pasquale Tartoro avait effectivement des sentiments étranges pour Graziella. Malgré de longues conversations avec les enquêteurs, aucun d'eux ne changea sa déclaration. À ce moment-là, ils furent libérés, mais restèrent sous surveillance comme suspects. Un détail intéressant fut révélé plus tard. Ces 4 jeunes hommes étaient parmi ceux qui portèrent le cercueil cérémonial lors des funérailles de Graziella. Cela se produisit avant que Pasquale ne fasse sa déclaration. Les témoins rapportèrent que les jeunes hommes montrèrent des émotions sincères, comme s'ils ressentaient une profonde douleur. Lors des interrogatoires, ils expliquèrent leur réaction en disant qu'ils connaissaient Graziella, bien que pas intimement, mais ils la voyaient souvent dans l'entreprise familiale des Mansi. Les enquêteurs développèrent la théorie que la présence des 4 à la cérémonie n'était pas un hasard. Malgré l'absence de relations proches avec la famille, ils auraient pu ressentir un malaise intérieur ou essayer de comprendre à quel point les enquêtes avaient avancé et s'il y avait des soupçons contre eux. La cérémonie rassembla presque toute la ville, même quelques touristes vinrent. Dans une telle foule, 4 jeunes hommes émotionnels n'attirèrent pas d'attention particulière. Quand ils furent à nouveau invités au commissariat, on parla avec chacun individuellement. Vincenzo et Giuseppe affirmèrent avoir un alibi. Ils expliquèrent qu'ils se trouvaient vers 19h le jour de la disparition dans le club de jeu local. Michel et Domenico, au contraire, refusèrent de parler avec les enquêteurs
et exigèrent la présence d'avocats. Ce comportement ne fit qu'intensifier l'intérêt des autorités pour ces personnes. Les enquêteurs commencèrent à vérifier l'alibi de Vincenzo et Giuseppe. Dans le club informatique, leur présence fut confirmée, mais seulement pour la première heure. Le lieu où se trouvaient ensuite les amis resta inconnu, ce qui souleva des questions chez les autorités d'enquête. L'affaire prit une tournure inattendue lorsque Michel et Domenico décidèrent de raconter leur version des événements. Leur histoire concordait largement avec les déclarations de Pasquale Tartoro. Selon leurs mots, les amis se sont rencontrés le soir dans la forêt, soi-disant pour un jeu. Au moment de leur arrivée, tout le groupe était déjà sur place. Pasquale devait amener Graziella. Les autres participants se cachèrent derrière les arbres et attendirent leur apparition. Jusqu'à la forêt, ils avaient qu'au besoin d'environ 15 à 20 minutes. À ce moment-là, le grand-père avait probablement déjà commencé à chercher sa petite fille. Quand ils arrivèrent sur les lieux, les autres participants sautèrent de leur cachette. Graziella était prise au piège. Le groupe était sous l'influence de l'alcool. Ils s'amusaient de voir à quel point Graziella avait peur. Selon les déclarations des personnes arrêtées, elle voulait seulement jouer avec Graziella sans défense. Graziella était si effrayée qu'elle resta figée. À un moment, la situation échappa à tout contrôle. Après la chute, elle perdit conscience. Les jeunes gens affirmèrent qu'ils avaient originellement prévu seulement de lui faire peur. Quand elle ne répondait plus aux paroles, tous prirent conscience de la gravité de la situation. À ce moment, ils entendirent des voix, probablement de ceux qui cherchaient Graziella. Sous l'influence de l'alcool, ils décidèrent de cacher les traces de l'incident. Les déclarations des suspects furent partiellement confirmées par les preuves. L'examen médical s'avéra ambigu. Graziella avait certaines blessures, mais leur mode de formation ne put être déterminé avec précision. Les vêtements de la jeune femme étaient à leur place, ce qui remit en question certaines versions originales de l'enquête. La difficulté consistait aussi dans le fait que les traces de l'action du feu compliquèrent considérablement le travail des experts. Les carabiniers soupçonnèrent que le groupe de jeunes gens pourrait avoir utilisé intentionnellement les flammes pour cacher les traces de leurs actions. L'histoire du jeu dangereux que racontèrent les personnes arrêtées éveilla de sérieux doutes. Les enquêteurs examinèrent soigneusement toutes les circonstances de l'incident et essayèrent d'établir le véritable déroulement des événements. Pendant ce temps, les personnes arrêtées continuaient d'affirmer que tout était arrivé par hasard. La décision finale devait être prise par le tribunal. 2 du groupe, Vincenzo et Giuseppe, nièrent catégoriquement leur participation. Selon leurs mots, ils vinrent simplement dans la forêt sur invitation de Pasquale, sans soupçonner ses intentions. Quand ils virent ce qui se passait, ils seraient soi-disant partis immédiatement. Les jeunes hommes expliquèrent donc qu'ils ne s'étaient pas adressés à la police par peur de possibles représailles des autres participants ou de problèmes avec la loi. On aurait pu les accuser de complicité. Après la conclusion du procès, Pasquale Tartoro reçut une sentence relativement clémente, 30 ans de prison. 2 facteurs y contribuèrent: sa disposition à coopérer avec les enquêteurs et le fait que l'expertise ne confirma pas sa participation directe aux événements finaux. Les 4 autres participants reçurent une sentence plus sévère. Pour l'enlèvement d'une mineure et des actions préméditées, ils reçurent la prison à vie en cellules individuelles, sans droit de contact avec d'autres détenus. L'annonce du verdict provoqua des réactions violentes. La mère de Graziella perdit conscience. Son mari dut être aidé. Entre les familles des accusés naquit une altercation verbale. Les proches de la jeune femme considérèrent la peine comme juste, sauf dans le cas de Pasquale. Selon eux, il méritait une sentence plus dure. Vincenzo et Giuseppe se montrèrent particulièrement actifs contre la décision du tribunal. Ils défendirent leur innocence de manière si convaincante qu'ils trouvèrent même des soutiens qui crurent à leur version des événements. Cependant, cela ne les aida pas à contester le verdict. 8 ans après ces événements, Vincenzo Carratella, âgé de 27 ans, prit une décision fatale pendant son séjour en établissement pénitentiaire. Peut-être était-il tourmenté par des sentiments de culpabilité ou ne voyait-il simplement pas d'autre issue. Seulement quelques jours auparavant,
sa mère lui avait rendu visite. La femme continuait de croire inébranlablement en l'innocence de son fils et le soutenait en tout point. Cependant, Vincenzo lui-même avait déjà perdu toute volonté de continuer son chemin. Le cœur maternel sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que son fils s'était éloigné, était devenu une autre personne, et ses pressentiments s'avérèrent justes. Le 19 juin 2013, l'avocat Michel présenta une demande de révision de l'affaire, invoquant des violations procédurales. Il contesta les résultats du procès précédent, mais le tribunal refusa d'examiner la demande. La mère de Pasquale s'adressa publiquement avec des excuses sincères pour les actions de son fils à la famille Mansi. Elle souligna qu'il devait assumer la pleine responsabilité de ses actes devant la loi. Cependant, la mère de Graziella rejeta ses excuses. Sa réponse fut émotionnelle. Elle déclara que Pasquale devait passer par tout ce que sa fille avait enduré. Selon ses mots, Graziella serait restée avec sa famille s'il ne l'avait pas attirée dans la forêt. Les parents de Graziella considéraient là précisément Pasquale comme le principal coupable. Le nom de Graziella Mansi n'est pas oublié en Italie. Au château Castel del Monte se trouve une plaque commémorative avec sa photo et une brève histoire de Graziella, dont le chemin s'est terminé si tôt. Ce lieu est devenu une sorte de mémorial, où les habitants et les touristes laissent des fleurs et des peluches. Les proches de Graziella visitent fréquemment ce lieu de mémoire. Après 24 ans de prison, Pasquale Tartoro obtint sa liberté. Pour bonne conduite, sa peine fut réduite de 6 ans. Maintenant, il a 44 ans et essaie de commencer une nouvelle vie. Il est difficile de prédire comment son destin futur se développera. Parmi tous les participants, il fut le seul à accepter une procédure simplifiée, ce qui conduisit à une réduction de peine. Après l'incident, tous les participants rompirent tout contact entre eux. Même quand Pasquale sortit libre, aucun des anciens amis n'essaya de rétablir le contact. Lui-même dit qu'il se souvient chaque jour de ce qui s'est passé et de la douleur qu'il a causée à Graziella et à ses proches. Pasquale avoue. S'il pouvait retourner dans le passé, il agirait différemment. Dans la phase difficile de réhabilitation, sa famille devint le soutien le plus important. Il exprime sa gratitude à tous ceux qui ont cru en son amélioration. Cependant, la mère de Graziella exprima son opinion sur la libération anticipée de Pasquale. Selon ses mots, sa libération a anéanti l'idée de justice. Elle est convaincue que de telles personnes ne peuvent pas changer et représentent un danger pour la société. C'est pourquoi elles ne méritent pas une seconde chance. Vincenzo et Giuseppe, qui insistaient sur leur innocence, ne purent comprendre les motifs des actions de Pasquale. Dans sa dernière lettre, avant de quitter ce monde, Vincenzo continua de défendre son innocence et exprima son amertume face à l'injustice du système. Il espérait qu'un jour, quelqu'un se trouverait qui pourrait prouver la vérité, mais ne voyait plus lui-même de sens à continuer la lutte pour la liberté. Giuseppe, Domenico et Michele se trouvent encore en prison. Giuseppe n'abandonne pas ses tentatives de prouver son innocence et consacre son temps à l'étude de la Bible. Il a accepté sa sentence et ne fait plus d'appel, tout en gardant la foi que la vérité sortira un jour au grand jour. Tous les trois désignent unanimement Pasquale comme le principal coupable de l'incident. Selon leurs mots, il attira Graziella dans la forêt et fut l'initiateur des événements suivants. Malgré cela, Pasquale reçut la sentence la plus clémente parmi tous les condamnés et est déjà en liberté.